Donc l'Iran a essentiellement rédigé une nécrologie pour un porte-avions, et ensuite la marine américaine a répondu avec un deuxième porte-avions. Donc en ce moment, il y a un porte-avions de classe Nimitz dans le détroit de Malacca qui fait route vers l'ouest, accompagné d'un croiseur et d'un destroyer, avec un groupe aérien complet sur le pont. Dans la nuit, le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé qu'aucun pétrolier ne traverse le détroit d'Ormuz sans la permission de l'Iran. Nous sommes le 14 août, tout le monde, bienvenue dans la vidéo. J'espère que vous allez bien, d'où que vous regardiez. Voici ce que nous allons aborder aujourd'hui. F-35C Lightning IIS, Super Hornets, Growlers, E-2D Hawkeyes qui gèrent la situation, et un ravitailleur robotisé, mais cela est sur le point de changer. Jusqu'où chacun d'entre eux peut aller avec ce nouveau porte-avions qui arrive dans la région, mettant encore plus de pression et de tension sur les mollahs en Iran. Ils sont en mode panique totale à ce stade. Donc, la position officielle de Téhéran est que le deuxième porte-avions n'est qu'une coïncidence. C'est juste une coïncidence s'ils en envoient un autre ici, et tout va bien se passer. Tout va bien. C'est en gros le principal message qui sort d'Iran en ce moment. Mais avant de parler du navire lui-même, il y a quelques autres endroits sur la planète qui seront également abordés dans cette vidéo, où un combat similaire a lieu. Et ça, c'est dans le tour d'horizon du Global Desk, ça arrivera à peu près aux 3/4 de la vidéo. Un petit avant-goût pour vous. Des chasseurs de l'OTAN décollent en urgence dans un endroit dont vous n'avez peut-être pas entendu parler récemment, mais des avions de chasse décollent pour intercepter des drones russes. Alors restez avec nous pour ça. Voici ce dont nous parlerons dans la partie principale de la vidéo. Depuis 2 jours, il y a une histoire qui est relayée par les médias du CGRI. Des médias qui sont essentiellement le porte-parole du CGRI. Imaginez ça, le CGRI qui s'approprie et utilise un média d'information. Oui, on n'aurait jamais cru que c'était possible. Mais en gros, il publie des articles et essaie de répandre de la fausse propagande selon laquelle l'équipage d'un porte-avions américain, l'USS Abraham Lincoln, était en train de se disloquer. Ce n'était pas que le navire avait été endommagé, ni que la mission avait échoué, mais que les gens devenaient complètement fous à bord du navire lui-même. Donc, tard dans la nuit de jeudi, le commandement central des États-Unis, c'était juste la nuit dernière, le commandement central des États-Unis a fait quelque chose qu'il ne fait presque jamais. Il a publié une fiche récapitulant les allégations et les faits avec des images de 6 gros titres qu'il identifie comme étant faux. Certains venaient des médias iraniens, comme vous pouvez l'imaginer. Le commandement central a simplement répondu par les chiffres. Au lieu d'utiliser des adjectifs, juste de l'arithmétique. Un taux de réengagement de 84,4% à bord de l'USS Abraham Lincoln, ce qui est tout simplement incroyable. Parmi les plus élevés de tous les porte-avions de la marine américaine, plus de 260 jours en mer actuellement, 10 000 vols d'avions. Je veux dire, c'est tout simplement fou, la répétition de ces opérations de combat. Et voici le chiffre que vous allez vouloir retenir. 1,5 million de livres de munitions ont été utilisés jusqu'à présent pendant ce conflit. Aucun membre du personnel à bord du porte-avions n'est décédé, mais un marin est tombé par-dessus bord le 3 août et il a été récupéré très rapidement et en toute sécurité. La phrase de conclusion du commandement central était la plus percutante de la réponse. Ils ont déclaré que ces informations erronées desservent nos hommes et nos femmes en uniforme, ainsi que leurs proches. Et ils ont tout à fait raison. Des gens créent de fausses histoires pour des clics. Sérieusement ? Sérieusement ? Oui, on voit bien ce que vous faites. Mais comprendre ce que signifient ces chiffres en dit long, car le chiffre du réengagement met en quelque sorte fin au débat. 4 personnes sur 5 à bord du navire qui était soi-disant en train de tomber en ruine ont envisagé de se réengager et ont signé. Oui, le navire tombe en ruine, mais je vais quand même signer un réengagement. C'est fou que les médias cherchent à présenter ça de façon biaisée. Je ne les appellerai même pas médias d'information, mais plutôt médias traditionnels. On n'atteint donc pas ce nombre de membres d'équipage prêts à se réengager en cas d'effondrement total. On a cela avec un équipage compétent, conscient de sa mission et qui y croit vraiment. Le secrétaire à la guerre était au Panama lorsqu'on lui a posé la question, et il a dit que les conditions avaient été complètement déformées et qu'il voulait que ses marins soient rapatriés aussi vite que n'importe qui, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on est en guerre, on fait des rotations, on arrive, on repart. Les porte-avions font des rotations, c'est pour ça qu'il y en a un nouveau qui arrive là-bas, ce dont nous allons parler dans un instant. Quand je pilotais des avions de chasse au combat, on tournait les escadrons tous les 7 mois pour garder les avions en état, les équipages opérationnels et permettre à chacun de rentrer voir sa famille. Mais quand on regarde les ponts de ces destroyers lance-missiles, de ces porte-avions,
Il est assez évident pourquoi ce blocus naval de l'Iran est si efficace. Et ce n'est pas juste un argument de façade, parce que cette rotation était déjà en cours. Elle avait déjà été planifiée par la marine américaine. L'USS George Washington, le seul porte-avions américain qui était en déploiement avancé permanent au Japon. Il a quitté Da Nang, a traversé le détroit de Singapour, et un responsable de la marine a confirmé sa présence dans le détroit de Malacca, en route vers l'océan Indien, pour aller adresser un petit salut à l'Iran. Et Iran, vous n'avez aucun navire en mouvement en ce moment, alors on va juste vous envoyer un gros navire qui va venir vous dire bonjour. Il lui reste environ une semaine avant d'être déployé contre l'Iran. Pendant ce temps, le blocus lui-même, on l'appelle le mur d'acier, 59 navires commerciaux ont été redirigés, 3 neutralisés, 2 arraisonnés. Donc l'agence qui prétend contrôler le détroit d'Ormuz pour le CGRI gère maintenant un site web qui diffuse essentiellement de fausses informations. Je pense qu'il croit qu'un site va rouvrir le détroit d'Ormuz. Bonne chance. Alors parlons de ce qui se trouve réellement sur le pont d'envol du porte-avions en ce moment, qui soutient ce blocus massif de l'Iran, parce que ce n'est pas le même groupe aérien embarqué dont votre grand-père vous parlait. Ce n'est pas le groupe aérien embarqué de votre grand-père, n'est-ce pas? C'est complètement fou. Elle est de pointe et prête à entrer en action 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc le héros de cette histoire, ce sont évidemment les navires eux-mêmes, les porte-avions qui projettent la puissance, les destroyers capables de lancer ces missiles SM-2, SM-3. Mais quand on regarde le pont d'envol de ces porte-avions, il existe différents porte-avions en service, mais l'USS George Washington, qui se dirige vers la région, est un porte-avions de pointe. Nous commençons avec le F-35C Lightning II qui est embarqué sur l'USS George Washington. C'est une variante pour porte-avions. Il a des ailes plus grandes, des extrémités d'ailes repliables, un train d'atterrissage renforcé conçu pour apponter sur un pont d'envol en mouvement la nuit, et c'est le seul chasseur de 5e génération au monde capable de faire cela sur un porte-avions. Mais l'avion en lui-même n'est pas le seul atout. Ce sont aussi les capteurs intégrés dans ce F-35. Donc, le fait que l'armée américaine déploie plus de F-35 contre l'Iran et maintienne 2 porte-avions sur place montre à quel point les États-Unis prennent la situation au sérieux. Mais il y a un système d'ouverture distribué qui donne aux pilotes du F-35 une vue de couverture sphérique. Un système de guerre électronique qui cartographie tout ce qui émet, tout ce qui est sur le point d'être lancé, que ce soit des drones, des missiles balistiques, des missiles sol-air ou de l'artillerie anti-aérienne. En gros, ces informations sont directement transmises dans le casque du pilote de F-35, c'est pour cela qu'on a autant besoin de F-35 dans la région. Et un système de fusion qui donne au pilote une seule image au lieu de 6 problèmes. Donc cela donne au pilote des informations sur lesquelles il peut réellement agir, et ce n'est pas compliqué à interpréter. Donc il ne fait pas que combattre. Il voit, puis il informe tout le monde de ce qu'il voit, avant d'entrer lui-même dans le combat. Il entre dans ce combat de l'UFC tout en indiquant à tout le monde les faiblesses de l'adversaire. Vous faites venir des chasseurs de 4e génération pour épauler ce chasseur de 5e génération. Voilà à quoi servent les Super Hornets. Bimoteur, 10 points d'emport, le cheval de bataille qui a porté l'aviation navale américaine pendant un quart de siècle. En volant avec eux, le EA-18G Growler, même cellule, mais à la place du canon et du carburant, il transporte des brouilleurs et des missiles anti-radar. Et son rôle est de faire en sorte qu'un opérateur de défense aérienne ennemi ait l'impression que son propre radar lui ment. Vous voulez qu'il ait l'impression que son radar le manipule comme une mauvaise ex-petite amie. C'est tout le but de l'EA-18G Growler. Je pense qu'ils l'affichent sur leur tableau de briefing quand ils font ça. Ils se disent « Aujourd'hui, on va faire en sorte que cet opérateur radar ait l'impression que sa mauvaise ex-petite amie est dans la pièce avec lui. Ça va lui donner des frissons. » Je te déteste. Tu es tellement adorable. Regarde ton visage. Regarde ton visage. Vas-y, dis je t'aime. Dis je t'aime. Christine. Ça va lui donner des sueurs froides. Et c'est exactement là où le EA-18G veut qu'il soit. Et par-dessus tout ça, le E-2D Advanced Hawkeye. Je dirais probablement que c'est l'avion le moins glamour sur le pont d'envol, mais discrètement le plus important. Dôme radar, ravitaillement en vol, ensemble de capteurs qui transforment un groupe de frappe en un véritable réseau. Et d'ailleurs, il peut détecter les drones qui décollent d'Iran, dresser le tableau de la situation et ensuite transmettre ces informations à tout le monde. Mais voici l'ironie qui traverse toute cette partie. Le Super Hornet est le principal chasseur d'attaque de la marine, mais selon les propres chiffres de la marine, jusqu'à un tiers des sorties du Super Hornet sont consacrées au ravitaillement en vol. C'est assez intéressant, non ?
Alors ils mettent 5 réservoirs sur ces appareils. Donc en gros, du carburant réparti sur les différents points d'emport du Super Hornet. Ils l'utilisent pour ravitailler. Mais est-ce le meilleur usage d'un Super Hornet ? Qu'est-ce qui pourrait faire ce travail à sa place ? Eh bien au final, il faut une plateforme spécialement conçue pour ça. Alors, découvrons la vérité sur le ravitaillement en vol. Donc le MQ-25 Stingray, c'est le ravitailleur sans pilote basé sur porte-avions de la marine. Et le 25 avril, le premier appareil de série a volé. Il a roulé, décollé, volé et atterri tout seul, commandé depuis une station au sol. La production à faible cadence a été approuvée en mai de cette année. Donc la production a déjà commencé. L'objectif publié ici est d'avoir au moins 14 000 livres de carburant à 500 000 nautiques du navire, c'est la distance à partir de laquelle il peut opérer, et ce qui s'est déjà produit, dont personne ne parle vraiment, même en 2021, le démonstrateur Stingray a ravitaillé un F-35C en vol. Donc un drone a déjà transféré du carburant à un chasseur de 5e génération. Ce n'est pas un concept, c'est pratiquement une preuve. Donc pour l'instant, la présence d'un MQ-25 sur le porte-avions n'est pas confirmée. Cependant, à ce stade, on assiste à des avancées technologiques dans la guerre aérienne et le ravitaillement tellement rapide que je ne serais pas surpris si cet appareil atteignait son objectif avant la date limite prévue de 2029. Et projeter la force et la puissance au Moyen-Orient, ainsi que sur ce blocus naval lui-même, dépend en grande partie de la capacité à ravitailler en carburant les différents avions de chasse qui soutiennent le blocus. Ce mur d'acier est aussi un filet aérien d'acier, car le blocus a également besoin de chasseurs. Donc le MQ-25 est parfaitement adapté pour ravitailler ces Super Hornets alors qu'ils décollent du pont lors des missions qu'ils effectuent chaque jour en ce moment. Mais parlons de ce que l'Iran dit en coulisses, d'accord ? Le message de l'Iran au cours des dernières 24 heures a essentiellement été une jolie petite parade. En gros, ils sont simplement en train de se féliciter eux-mêmes pendant qu'ils défilent dans une parade alors qu'il y a une falaise juste devant eux, et ils disent « Non, on adore juste cette parade. Nous voulons juste défiler avec un joli bâton qu'on fait tourner et rattrape, et faire de la danse interprétative pendant la parade. » C'est à quel point le CGRI paraît fou. Mais souvenez-vous, ce sont eux qui extorquent et manipulent leur propre peuple, et ils se sont hissés sur le dos de leur propre population. Donc, ils vivent un peu dans un monde imaginaire, non ? Pendant que le reste du pays se fait extorquer. Mais ce qui est bien, c'est que le mur d'acier extorque maintenant 500 millions de dollars par jour au CGRI lui-même. Un porte-parole du CGRI a déclaré que les propos américains sur le transit normal des navires sont de purs mensonges. Ouais, il y a 2 porte-avions là-bas, un autre en route, des F-35, des F-18. Vous n'avez plus de force aérienne. Vous avez des drones Shahed et des missiles balistiques. Mais oui. Bon d'accord, oui, c'est les États-Unis qui mentent, oui. Ouais, bien joué Iran, on ne l'avait vraiment pas vu venir. Mais pour moi, c'est la preuve du désespoir et de l'impuissance d'un pays dont l'armée, la marine et l'armée de l'air ont été complètement écrasées. Et dans leur monde imaginaire, ils veulent afficher leur puissance au monde entier. De sorte que certains médias, certains grands médias, s'emparent en fait de ces histoires juste pour les clics, et essaie de perpétuer l'idée que le CGRI est en train de gagner. Ou que, vous savez, il y a une sorte de problème sur l'un de nos porte-avions qui a le taux de réengagement le plus élevé de toute la marine. Je veux dire, c'est un peu difficile de contester ça. Donc il est probable qu'une grande partie de cette relève du porte-avions sera une attention encore plus soutenue aux mines, n'est-ce pas ? Parce qu'en ce moment, l'Iran affirme qu'il contrôle le détroit d'Ormuz. Ils sont capables, vous savez, d'avoir de petits bateaux là-bas, des vedettes rapides, des gars assis sur des îles avec des drones qui sèment le chaos. Et puis vous avez la marine américaine, avec le plus grand mur d'acier de la planète en ce moment, qui aide les navires à passer. Maintenant, on sait qu'à ce stade, il ne passe plus autant qu'avant le conflit. Mais il me semble que l'armée américaine tient complètement l'Iran à la gorge. Et puis l'Iran dit « Nous contrôlons le détroit d'Ormuz », mais ils ont besoin que le pétrole et le gaz naturel passent par le détroit et rien ne circule. C'est un peu comme si l'Iran se serrait lui-même la gorge, ce qui est étrange. Je veux dire, à ce stade, on dirait littéralement qu'ils veulent couler avec le navire, même si leurs navires sont repoussés plus fort que jamais. Et j'ai bien dit navire, pour être clair. Actuellement, des pilotes de port à Bandar Abbas, en Iran, n'ont pas dirigé de navire depuis 6 jours et commencent sûrement à le prendre personnellement. Suis-je le problème ? Est-ce que c'est à cause de moi que je ne peux pas faire passer mes navires par le détroit d'Ormuz ? Et le CGRI répond « Oui, c'est clairement toi. C'est toi le problème. Le CGRI n'est pas le problème. » Tu es arrivé à la section du tour d'horizon mondial.
Depuis le Bureau international, parlons des autres régions et de l'actualité. Donc à 2h53 ce matin, l'alerte de raid aérien a retenti dans toute la région de Leningrad en Russie. Et à l'aube, le gouverneur publiait des messages sur son propre port pétrolier en feu. Oui, en Russie. Des drones ukrainiens ont frappé Oust-Louga pendant la nuit. 54 abattus au-dessus de la région. Des dégâts ont été constatés, un incendie dans les ports, des vols retardés au départ de Saint-Pétersbourg. Apparemment, en ce moment, c'est très important, parce qu'Oust-Louga a traité environ 700 000 barils par jour l'année dernière. Le principe est identique à celui du Golfe Persique, où l'armée américaine bloque le flux iranien. L'Ukraine n'y va vraiment plus avec des gants concernant le flux d'énergie en Russie. Et puis la deuxième histoire, en Lettonie, à l'est de la Lettonie, à 4h du matin, des chasseurs de l'OTAN en alerte de réaction rapide ont reçu l'appel. Ils sont partis intercepter et ont abattu un drone probablement russe. Il n'y a aucune déclaration officielle. La Russie affirme « Non, nous n'avons jamais vu ça ». C'est une coïncidence qu'ils ressemblent à nos drones Dorito? Nous pensons que quelqu'un les copie et les lance depuis la Russie en se faisant passer pour nous. Mais ils ont réussi à abattre ce drone, ce qui n'est pas une chose facile à faire. Que ce soit un AIM-9X, un AIM-120, un autre missile européen ou le canon lui-même, les avions de chasse sont très performants. Mais cela demande un niveau de précision et de compétence extrêmement élevé, car ces drones volent relativement lentement. Donc il semble qu'il y ait eu plusieurs abattages le long du front de l'OTAN. La Lettonie, nous savons que la Roumanie a eu un F-16 qui a abattu des drones il y a seulement quelques semaines. À ce stade, le plus grand terminal pétrolier baltique de la Russie a déjà pris feu 6 fois cette année. La Russie envoie des drones contre l'OTAN. Dans tout autre secteur, ce serait une série Netflix. Mais la Russie répond « Non, non, non », pour elle, c'est juste un jeudi ordinaire. Vous êtes maintenant à la section d'analyse stratégique à 4 niveaux. Assemblons ce tableau, car ce qui sous-tend tout cela, c'est le gros titre. Quand Téhéran dit qu'il contrôle le détroit d'Ormuz, ce dont Téhéran a besoin, c'est que les pétroliers et le pétrole continuent de circuler. Ce ne sont pas des coïncidences. Cela n'a pas de sens pour l'Iran de dire ça. Ils essaient donc de montrer leur force. Ils essaient de diminuer la capacité du porte-avions américain, l'USS Abraham Lincoln. Mais au bout du compte, ils ne peuvent pas empêcher le fait que l'USS George Washington est en route là-bas. Et il y aura toujours 2 porte-avions dans la région. C'est pourquoi nous voyons toute cette désinformation sortir d'Iran, parce qu'ils sont en mode panique totale. Ils ne savent plus quoi faire. Et maintenant, avec ce nouveau groupe aérien embarqué, il y a la possibilité, très bientôt, que des drones ravitailleurs ravitaillent des avions d'attaque. Je veux dire, le pire cauchemar de l'Iran est en train de devenir réalité de plus en plus chaque jour. Et c'est pour ça qu'on les voit redoubler de rhétorique. Donc cela fait plus de 5 mois que ça dure. Tout le détroit est actuellement contrôlé par l'armée américaine. Et un nouveau porte-avions tout neuf arrive dans la région. Donc il semble qu'à ce stade, les choses vont encore se corser avant de se calmer. Tu aimes quand ça se corse? Tu aimes l'action? Eh bien tu es au bon endroit tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo, allez me suivre sur X, suivez-moi sur Instagram, je publie là-bas presque tous les jours. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation et de l'arrivée du nouveau porte-avions dans la région. Pensez-vous que le conflit va repartir de plus belle? Partagez vos avis en commentaire, j'ai hâte de les lire. Allez sur maxafterburnerenergy.com et inscrivez-vous à la newsletter pour être informé de la sortie des produits dérivés et des boissons énergétiques, recevoir des mises à jour et ne rien manquer de nos contenus. Merci d'avoir regardé. Ici Ryan, alias Max Afterburner. Je vous dis à bientôt.